Maintenant, la parole est à vous. Et j'imagine qu'il va y avoir des réactions, des questions, des commentaires. Alors, je vois Pierre Vels, là, tout de suite, notre chercheur, notre autre chercheur américain en France. Oui, moi, ça marche ? Ça marche. J'avais deux questions, remarques. La première, c'est justement, j'enchaîne avec ce que vient de dire Ariella, là, c'est-à-dire tu as noté que on voyait pas évidemment de traces sur l'organisation physique de la ville aujourd'hui du numérique. Mais est-ce que tu ne penses pas quand même que, enfin, il y a un aspect que tu n'as pas tellement évoqué, qui est la transformation complète de nos façons de vivre et de travailler dans le temps aussi et dans l'espace. Bon, le nomadisme du travail, etc., le développement du télétravail officiel ou officieux. Est-ce que ça ne pourrait pas amener à terme à des modifications importantes, pas tellement de l'aspect physique de la ville dans un premier temps, mais de l'usage de la ville et donc dans un deuxième temps des objets urbains. Enfin, je pense au commerce, je pense évidemment aux bureaux, enfin toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question est relative à la notion d'infrastructure. Je pense qu'il y a une question très pratique aujourd'hui pour les collectivités publiques, qui est de savoir ce qu'il faut payer ou pas payer pour le développement du numérique. Jusqu'où il faut aller, qu'est-ce qui relève au fond d'un investissement légitime de la puissance publique, et puis qu'est-ce qu'il faut laisser au privé et aux actions relativement spontanées du marché. Je pense que c'est extrêmement concret comme question, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les grands acteurs que tu as cités, ils ont tendance à vendre des tas de choses clés en main aux collectivités locales. Et on risque d'avoir ce qu'on a déjà eu avec l'équipement en télécom ou avec le câble, etc. Peut-être un peu par moment de surinvestissement. Voilà. Alors est-ce que au fond l'infrastructure, on pourrait définir, si on s'abstrait de la définition physique de l'infrastructure, on peut dire c'est ce que le privé ne peut pas supporter, enfin, c'est une définition un peu sommaire, je reconnais, et qui doit être financée par la collectivité. Alors par rapport à ça, il y a la notion de plateforme. Enfin, comment tu vois ça ? Où est-ce qu'on faudrait mettre au fond la barrière entre ce qui doit être constitué par le secteur public comme infrastructure pour ensuite laisser se développer des écosystèmes d'applications un peu sur le modèle des plateformes qu'on connaît chez les GAFA. Enfin, c'est... Voilà. Oui, évidemment, j'ai pas... Sur le travail. D'abord sur le travail, la première chose que je voudrais noter, j'ai parlé de l'électricité. Oui, le commerce, enfin beaucoup de choses. La croissance de l'électricité à la charnière du 19e et 20e siècle a été accompagnée par le formidable espoir du travail à la maison. Et avec justement ce qu'on appelait à l'époque les petits moteurs qui allaient permettre de s'affranchir des sources d'énergie centralisées, de l'usine, etc. Il n'en a rien été. Du coup, j'ai tendance à être prudent. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien, parce qu'on voit bien se multiplier les tiers-lieux, etc., etc. Je me demande quand même dans quelle mesure... J'ai tendance à être prudent simplement, probablement en tant qu'historien. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis un autre rapport à l'infrastructure. C'est-à-dire l'infrastructure, on savait ce que c'était, justement. C'était quelque chose qui faisait plateforme et dont le financement, c'était clair, etc. Et il y avait de la même façon dans le travail, effectivement, on voyait très bien, il y avait l'espace de bureau, etc. Donc je pense qu'il y a des ébranlements de ça, clairement. Vers quoi ça va, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais effectivement, il y a des tendances qui vont dans ce sens-là. Et bon, j'en ai pas parlé parce que je trouvais déjà que c'était bien plein comme c'était, mais ça va un peu dans le même sens. Au LATS, on a quelqu'un, Alexandre Blin, qui travaille justement sur ces questions-là et qui essaye un peu de démêler finalement comment ça fonctionne, quels sont les modèles aussi financiers, parce que ces espaces, ils tournent avec des modèles financiers, etc. Aussi, quelles sont les stratégies urbaines, parce que c'est clair que de pleine commune à Paris, etc., aujourd'hui, c'est des stratégies urbaines. Avec, en parlant d'imaginaire autoréalisateur, ce qui est aussi très compliqué dans ces affaires de start-up, etc., c'est que l'aspect « j'ai des start-up » et la communication sur le fait qu'on a des start-up est parfois plus important dans certains cas que
que ce que font réellement les startups. Et c'est un peu pareil sur les lieux alternatifs, etc. Donc ça serait ma première réponse, qui est plus une prudence, en disant, bon, j'attends la fin de la thèse d'Alexandre pour déjà savoir un peu plus sur des cas vraiment très concrets. La deuxième question, moi je pense qu'il faut peut-être quand même déjà partir, avant de parler de plateforme, moi je pense quand même la question des data, qui les possède et quel est le modèle économique, ça me semble plus fondamental. C'est-à-dire, moi j'aurais tendance à penser quand même que la propriété par la puissance publique des données publiques me semble quand même être me semble probablement quelque chose, disons, qui ne serait pas forcément condamnable. Ensuite, comment concède-t-on le droit d'exploitation de ces choses-là, etc. Je dirais ce qui fait infrastructure aujourd'hui, c'est quand même presque plutôt les infrastructures de collecte des traces, ce que j'appelle ce qui arrive. Et donc, c'est, à mon avis, à ce niveau-là d'abord qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qui a le droit de collecter, à qui ça appartient, comment on ouvre ça, etc. Qui renvoie à un modèle économique, qui est le modèle économique aussi que pose le Web 2.0. Bon, tous les gens qui disent finalement aujourd'hui, on donne de l'information gratuite à Amazon, Google ou Facebook, comment on peut sortir de cette espèce de relation bizarre. Je dirais le grand risque, c'est que les villes se transforment en pourvoyeuses de données gratuitement. Donc pour moi, la question infrastructurelle, elle est là, plus que dans les... Voilà. Donc ça serait plutôt ma réponse, c'est de dire, et peut-être que c'est pour, à mon avis, le côté le plus politique, je dirais, des data aujourd'hui. Ça pose d'ailleurs aussi la question de l'open data. C'est qu'on a beau dire open data ou bonne data, ça me rappelle toujours le De Gaulle, la fameuse formule, il dit, c'est pas la peine de sauter comme des cabris en disant Europe, Europe, Europe. Open data, ça a forcément des limites. Et aujourd'hui, je trouve d'ailleurs la limite, la question n'est pas tant le vœu pieux, tout le monde est d'accord, mais ensuite, où on s'arrête, selon quelle modalité, etc. Parce que on peut pas tout rendre open. Voilà, donc il y a là aussi des questions presque un peu infrastructurelles. C'est un point qui me semble absolument important. Les réseaux et leur financement sont le plus souvent portés dans le cadre de délégations de services publics. Il y a un délégant, il y a un délégataire. Et la question des data devient éminemment stratégique et centrale. Les data, c'est une source de données et c'est une source de revenus. La question qu'il faut se poser, c'est à qui revient ces deux revenus ou comment ils sont partagés entre le délégant et le délégataire. Ça, c'est une question purement économique. Et donc, les collectivités actuellement recherchent des financements. Je pense qu'il y a un gisement et une source de financement ici. Ça renvoie aussi après à une question politique. C'est-à-dire que comment sont gérées et traitées ces données publiques, comment elles sont exploitées, à la fois par la puissance publique elle-même, mais aussi par les citoyens. Qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est open data, qu'est-ce qui est sous un registre propriétaire. Tout ça, c'est des questions qui sont éminemment politiques. Et je vois peu de réflexions sur ces sujets-là émergents. En tous les cas, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, mais je pense que c'est un point de vue qu'on doit discuter. Moi, je suis tout à fait favorable à la mise en place de régies publiques de données. Donc, avec la question qui renvoie à l'anonymat des villes, à ce qu'on exploite, ce qu'on n'exploite pas, la manière dont on l'exploite. Pour ce qui est de l'open data, on a cru à un moment donné que c'était un gisement inépuisable. On en voit les limites, c'est-à-dire que tout ce qui a pu être exploité, notamment dans le domaine de la mobilité, l'a été, quoi. Je dirais. Donc là, on a une espèce de forme de tarissement et les start-upers et l'économie numérique, l'économie du web et les applicatifs et les applications a passé ce temps béni qui était en 2010, 2012, 2014, où on a exploité tout ce que la puissance publique a pu mettre sur le marché librement, en fait. C'est peut-être pas fini tout de même. Autre question, réaction, oui, ici. Et ici après. Pouvez-vous vous présenter? Georges Amar. J'ai beaucoup aimé votre exposé, en particulier parce que vous êtes un historien qui n'a pas, disons, je ne sais pas, qui n'hésite pas à parler du futur. Vous ne faites pas de la prédiction, mais vous faites de la prospective, sans le dire d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant que en tant qu'historien, vous donniez des visions, des réflexions générales sur la question urbaine. Simplement, c'est une question, une réflexion ou une gêne.
La façon dont vous nommez ou vous ne nommez pas, ou vous nommez d'une certaine façon, ce que pourrait être en effet la définition future de la ville, ou le concept de la ville future, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Alors quand même vous le nommez, et cette façon de nommer ne me convient pas entièrement. En gros, vous la nommez la ville numérique. Bon, alors c'est pas parce que c'est le sujet de la conférence, je ne sais pas, mais vous appelez, enfin vous laissez entendre ça, que la ville numérique serait le nouveau nom de la ville en quelque sorte. Alors pourquoi pas, mais lorsqu'on dit ville numérique, et on a du mal à éviter ça, on a l'impression que c'est le numérique, ou la ville intelligente, plutôt la ville intelligente, on a l'impression que c'est le numérique qui va rendre la ville intelligente, qui est en train de la rendre intelligente par sa puissance de data notamment. Or, cette façon de voir me paraît... vous-même, vous l'avez discuté d'ailleurs, hein, vous l'avez critiqué en disant que... Il me semble avoir dit justement que j'étais contre le déterminisme technologique. Oui. Là, si je peux me permettre, j'ai même été très clair. C'est-à-dire, moi, mon premier livre, vraiment, bon, j'avais écrit il y a très longtemps un livre sur les cyborgs, et puis en 2010, j'ai un livre qui était d'abord initialement en anglais, qui s'appelle Led Digital Culture in Architecture. Et j'ai utilisé le mot culture, parce que je considère que le numérique, plus qu'un ensemble de technologies, c'est un ensemble de dispositifs sociaux, d'attitudes, de comportements, etc., etc. Je ne sépare pas, pour être clair, je fais partie des gens qui sont plutôt des sociodéterministes que des technodéterministes. Oui, oui, d'accord, je comprends ça et c'est intéressant. Aller jusqu'au bout de sa provocation. Oui. Il fait toujours des provocations extrêmement gentilles. Oui, non, c'est non, très c'est bien, provocateur. mais- Non, mais ce rapport au numérique, bien entendu qu'il est très très important. Bon, simplement, je voudrais bien qu'on puisse le regarder dans les deux sens. C'est-à-dire, à la fois, le numérique arrive et il va changer des choses, très bien, mais considérer qu'à l'inverse, en quelque sorte, la ville, elle est intelligente avant le numérique. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que vous avez bien sûr dit. Si la ville est intelligente avant le numérique, il faudrait voir comment ce rapport au numérique qu'a la ville, comment ça pourrait être un rapport dans lequel c'est la ville qui va urbaniser le numérique, si je peux dire. Voilà. Il faudra avoir les deux directions de ce rapport. D'un côté, le numérique va rendre la ville intelligente. Bon, c'est pas exactement ce que vous dites, mais c'est ce qu'on entend quand même beaucoup. D'un autre côté, comment recomprendre à nouveau frais l'intelligence de la ville, parce qu'elle va changer. La ville va changer. Le numérique a peut-être la vertu de provoquer notre réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence de la ville. Et voir comment cette intelligence de la ville a le pouvoir, en quelque sorte, de civiliser le numérique, qui en a bien besoin, parce que sinon, le numérique, il est quand même très destructeur, destructeur d'emplois, etc., etc. Enfin, il est formidable, le numérique, mais c'est un feu, c'est un déluge. Le data, c'est un déluge sans forme. Et donc, comment la ville aurait peut-être, si on revalorise son génie, aurait peut-être le pouvoir, en quelque sorte, d'abord de dresser, si je peux dire, la puissance sauvage du numérique, et de justement être ce qui pourrait donner une certaine forme au déluge numérique. Et quelle est ta réponse à toi, Georges? Moi, j'ai confiance en la ville. La mauvaise nouvelle, c'est que je crois qu'on est assez fondamentalement d'accord. J'ai même écrit dans la version anglaise du livre que lorsque le numérique est apparu, on s'est dit finalement le numérique va servir de carte de la ville. Mais d'une certaine façon, c'est parfois la ville qui sert de plus en plus de carte du numérique. Je pense qu'effectivement, bon, qu'on soit clair, je pense que c'est pour ça que je parle du tournant spatial un peu à la soja, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je dirais probablement autour de la décennie 2000, où, je dirais, un certain nombre de phénomènes clés du numérique sont devenus de plus en plus spatiaux de manière, en quelque sorte, intrinsèque. La géolocalisation a joué un énorme rôle. C'est-à-dire qu'il est quand même clair que la géolocalisation, c'est quand même une des révolutions les plus étonnantes qu'on ait jamais connues. D'être capable de suivre des millions de choses en temps réel, leur position à la surface du globe, on n'a jamais été capable de faire ça dans le passé. Mais ça a comme conséquence qu'en fait, que justement, ça renforce le rôle de l'espace physique. Donc on se rend compte tout à fait là-dessus. Moi, je pense qu'il y a besoin, je ne sais pas si c'est... Bien sûr que c'est un déluge. Mais assez curieusement, je pense qu'une partie de la solution, c'est pas uniquement la ville, etc. C'est aussi l'intelligence artificielle. Moi, j'atteins un point d'apoplexie dans le traitement de mes mails
et je suis pas le seul. Je dirais, ça me rappelle pourquoi a-t-on inventé les premières machines mécanographiques, parce qu'aux États-Unis, les recensements étaient tous les 7 ou 9 ans, je sais plus, et qu'on avait mis 9 ans à traiter un recensement. Bon, le jour où le temps de traitement de nos mails atteindra 20 heures par jour, il y aura probablement un problème d'engorgement. Donc c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je crois qu'il va falloir développer des algorithmes à grande vitesse pour apprendre à vivre dans le numérique. Donc il n'y a pas que la ville qui va jouer un rôle civilisateur. Je pense que globalement, on est dans une phase, je dirais, c'est un peu comme ce que je disais sur la nécessité d'une certaine forme de frugalité numérique. On est dans une phase de très grand déséquilibre de nos vies entraînée par le numérique. Il va falloir quand même regagner du terrain. Quand on voit, par exemple, tout le monde a l'expérience en réunion de 10 personnes en train de consulter furtivement ses mails pendant qu'un malheureux orateur présente quelque chose, on se dit qu'on est face à quand même une espèce de crise assez profonde aussi des modes de sociabilité. Donc il va falloir redéfinir ça. Donc il y a plein de choses qui sont dans des situations de déséquilibre. L'historien en moi fait que j'ai tendance à penser que les situations de déséquilibre ne restent pas éternellement comme telles. Donc on va voir des choses se réguler. Voilà. Mais nous sommes assez d'accord. Là, vous vous contentez d'observer ce qui va se passer. Vous êtes un nouveau historien. Probablement. Enfin, bon, faut déjà quand même que je trouve que de la part d'un historien, je prends assez de risques comme ça. J'aurais tendance... Non, mais ce que j'ai tendance quand même à penser, c'est que, il y a une telle gangue de choses dans lesquelles on prend ses désirs pour des réalités. Vous prenez par exemple la condamnation de la ville intelligente. Je suis désolé, quand vous lisez Sénète, etc., vous avez l'impression que ça ne fait pas avancer le schmilblick, parce que de toute façon, ça continue pendant ce temps. Donc déjà d'arriver à regarder, moi ce que je dis souvent, c'est que déjà commencer à regarder la réalité telle qu'elle est déjà un progrès. Donc, alors c'est peut-être vrai qu'en tant qu'historien, j'ai un peu tendance, effectivement, je trouve, bon, essayer aussi de déceler quand même dans le présent ce qui commence à faire tendance. Mais forcément, bon, la futurologie n'est tout de même pas ma spécialité. C'est la sienne. Mais sur les algorithmes, je tiens le pari qu'on va avoir quand même des formes de villes dans lesquelles les algorithmes et l'intelligence artificielle va être beaucoup plus présente. Ça, je suis prêt à parier. À vous. Oui, bonjour, je suis Isabelle Barraud-Sarfati. Vous êtes qui? Pardon. Je suis Isabelle Barraud-Sarfati, je suis consultante en économie urbaine. Et j'aurais 2 questions pour Antoine Picon. La première porte sur les formes urbaines. Est-ce que vous pourriez expliciter le lien que vous faites entre le numérique au sens large et la montée de l'intérieur et des grands objets urbains ou des grands paquebots urbains, comme les appelle Dominique Lorrain? Et la deuxième question concerne plus spécifiquement la place des architectes urbanistes en France sur ce sujet. Il me semble peut-être qu'à part Christian de Villers, au fond, les architectes urbanistes en saisissent très peu. Et je voudrais savoir pour quelles raisons, à votre avis. Oui, alors première chose, Dominique Lorrain et moi, on s'est rencontrés en partant finalement de points de vue assez différents, mais justement, j'étais ravi quand je me suis rendu compte que je pensais un peu la même chose que lui, parce que des fois, quand même, justement, quand on se risque à ce genre de choses, on essaye de trouver toutes les branches qui vous permettent de vous rassurer. Moi, je pense qu'il n'y a pas que le numérique, c'est-à-dire que là aussi, je me refuse à séparer le numérique, par exemple, de la montée en puissance des problèmes environnementaux. Aujourd'hui, on va quand même, là aussi, vers une espèce de mix de problèmes environnementaux et de numérique en matière urbaine. Vous prenez l'intérieur, pourquoi? Parce qu'il y a quand même actuellement en matière urbaine des problèmes, un désir de contrôle, qu'on le veuille ou non, qui passe par l'intériorisation. Alors que l'environnement, la sécurité, les aspects commerciaux, toutes ces choses-là vont dans ce sens-là. Il y a aussi, il faut quand même bien le dire, une crise quand même très profonde et non résolue de l'espace public. Enfin, je suis désolé, mais on ne sait plus très bien à quoi servent les places publiques, souvent. Par contre, on sait très bien à quoi servent les shopping malls. Donc, il y a une espèce de problème aujourd'hui, et ceci se conjugue effectivement avec le numérique, qui permet de gérer ces choses-là. Alors Dominique rajoute là-dessus, par exemple, les problèmes, par exemple, de la faible fiabilité des réseaux dans les grandes métropoles des pays en développement et d'autres facteurs de ce genre. Mais il est vrai que ces tendances, elles sont avec nous. Et que lorsqu'on voit d'ailleurs très souvent les dessins d'anticipation de la ville, de l'avenir, de la ville verte, ça ressemble à une espèce de gigantesque intérieur. Qui serait comme un espèce de jardin d'hiver à l'air libre, si vous voulez. Donc il y a aussi un espèce d'imaginaire autoréalisateur à l'œuvre là-dedans. Alors la réponse à la deuxième question,
je suis très frappé, moi, par le fait que les artistes et les designers ont saisi très très tôt les questions liées à la réalité augmentée, à la géolocalisation. Les premiers, dans le bouquin version anglaise, je montre par exemple certains travaux de Laura Kurgan, etc. J'ai vu pour la première fois Laura présenter ses travaux sur la géolocalisation, c'était en 95-96. Donc, à l'époque, la géolocalisation, ça avait très peu de présence dans les milieux de l'architecture, etc. Je me souviens même, c'était à Harvard, elle avait fait un bid complet avec ces trucs un peu artsy, où elle faisait des itinéraires dans la ville, etc. Moi, je pense qu'il y a... Parce que je pense qu'il y a une espèce d'acharnement compositionnel chez les urbanistes et les architectes, et peut-être qu'il faut se poser la question. Ça ne veut pas dire que, en soi, la ligne droite est une mauvaise chose, ou que les triangles, les cercles, etc., sont une mauvaise chose, mais il y a quand même une obsession compositionnelle avec laquelle la ville et le lien ville numérique et question environnementale va nous obliger de rompre avec ça. Ça, j'en suis assez profondément persuadé, et je pense qu'on est très mal préparé. On commence dans les écoles d'architecture, par exemple, à se dire comment on fait, par exemple, pour concevoir le bâtiment autrement que... Dans les écoles d'architecture, on conçoit quand même encore essentiellement les bâtiments comme des coquilles. Et est-ce qu'on peut penser un bâtiment à partir de l'atmosphère, des gradients thermiques, etc. On ne sait pas faire pour l'instant. On ne trouve même pas les enseignants pour ce type de choses. Donc il y a des vrais problèmes derrière ça, liés aussi aux inerties de la conception. Autre question ? Oui, ici et là. Moi, je trouverais bien aussi que Jean-Dominique Segondy nous dise des choses, puisqu'il est spécialiste de l'art contemporain et que ça a souvent été évoqué. Des artistes se sont emparés du numérique, et aussi pour penser la ville. À vous. Jean-René Brunetière, ex-urbaniste. On constate un phénomène massif d'éclatement urbain, c'est-à-dire qui met en cause même la notion de ville. Il y a, avec une interprétation qui serait qu'il n'y a plus de prime à la ville, en quelque sorte. La proximité pouvant s'obtenir par voie numérique, il n'y a plus tellement de raisons de se regrouper en ville, et on peut s'installer dans le village à 20 km de la ville plus facilement, et en plus le marché foncier le favorise. Alors est-ce qu'il y a une simple concomitance par hasard du développement du numérique et des phénomènes d'éclatement urbain, ou bien est-ce que c'est intimement lié, laissant présager des mises en cause même de la notion de ville? Moi, je demeure là-dessus assez marqué par la lecture des travaux de Pierre Vels et Saskia Sassen. Moi, je constate, comme je le dis souvent à mes élèves de façon un peu ramassée, le triomphe du numérique est contemporain de l'envol des prix du foncier. Donc, dire que, etc. Non, moi, j'ai tendance à penser que jamais la plus-value liée à la localisation a été aussi forte que dans une société connectée. C'est la City de Londres. Tout le monde est connecté. Mais il n'empêche que dans un tout petit quadrilatère, on trouve des tonnes de gens. C'est la Silicon Valley. C'est aussi Cambridge, Massachusetts, qui fonctionne comme une espèce de village global, etc., etc. Donc je pense que non. C'est ma deuxième hypothèse dans laquelle je disais l'espace existe toujours et il est rudement important. Je pense que ça, c'est... Je pense en fait non. Je pense qu'il y a un vrai problème derrière ça, qui est une crise des solidarités qu'il y avait dans la ville. Donc c'est pas tout à fait du même ordre. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, si j'avais maintenant à poursuivre ce livre, j'essayerais de me poser la question du grand périurbain intelligent. Parce que c'est un des problèmes, un des risques des approches villes intelligentes actuelles. C'est que d'accord, on va truffer de capteurs, Paris-Centre, etc., Manhattan, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer plus loin? Et comment on va faire un grand Paris intelligent? Pour l'instant, on est encore très très loin de ces choses-là. On est là aussi dans des logiques d'isolat. Par exemple, le Saclay de Pierre Vels va être intelligent, Paris-Centre va être intelligent, etc. Mais quid? Et voilà, quid de ce qui va se passer juste à côté, les Ulysses, effectivement. Moi, je voulais citer un exemple sur Amsterdam, sur lequel je travaille en ce moment. Amsterdam, avec le développement de la ville intelligente et le développement des startups
et puis du numérique amène au contraire la ville à se densifier, alors que la ville doit se développer aujourd'hui et qu'elle a prévu de s'étendre, en particulier sur la ville nouvelle d'Almere, ça ne marche pas du tout. Et ils sont obligés de renoncer à l'expansion urbaine et ils imaginent il faut organiser le retour vers le centre. Donc c'est assez frappant. Je ne sais pas si cet exemple est généralisé, mais il est très très surprenant. Je vais prendre encore quelques questions et après on en prend plusieurs ensemble parce que on n'arrive jamais à respecter le temps de l'ouverture, mais j'aime bien respecter le temps qui est annoncé pour terminer, c'est-à-dire 19h. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonsoir, Omar Ndiaye, je suis étudiant en géographie. J'avais une petite question. C'est quoi votre nom? Omar Ndiaye. D'accord. J'avais une question sur les entreprises des TIC, notamment IBM, Cisco, etc. Parce que souvent, on en parle seulement pour les diaboliser. Voilà, une vision très technocratique, techniciste de la ville. Et je voulais savoir très concrètement comment se passait leur travail sur place dans les projets d'e-Smart, notamment leur relation avec les villes, avec les entreprises de services urbains traditionnels, Veolia, etc. Parce que est-ce que Veolia, par exemple, a les compétences pour faire vraiment des smart grids? Je ne sais pas. Quelles sont les relations de ces nouveaux acteurs dans le domaine des services urbains? Je pense qu'il y a des gens plus qualifiés que moi dans l'Assemblée. Je pense à Marie, par exemple, qui travaille pour Nice Côte d'Azur et qui a quand même fait pas mal travailler Cisco, etc. Moi, j'ai tendance à penser... Moi, je suis contre la diabolisation, qu'on soit clair. Parce que là aussi, l'électricité est arrivée en ville via la constitution d'un certain nombre de grands groupes. Il faut s'en souvenir, dont d'ailleurs Siemens, à l'époque, qui était un des premiers grands groupes comme l'AEG, etc., qui s'occupait d'électricité. Donc je pense qu'il ne faut pas les diaboliser. Par contre, il faut définir des cahiers des charges pour pas être pieds et poings liés. Ça, c'est pas la même chose. Je suis pas du tout dans la diabolisation. De la même façon, d'ailleurs, je trouve que, actuellement, je commence un peu, ça c'est l'historien en moi, dès que j'entends trop le même discours, je commence à fatiguer et à me dire vivement demain. C'est vrai que je commence à saturer sur la start-up. Parce que franchement, on me bassine avec les start-up à peu près partout dans le monde et je me dis, les villes, là aussi, on ne peut pas avoir que des villes de start-up. Il y a un moment quand même, alors c'est bien d'avoir des start-up probablement, mais d'abord, est-ce le seul modèle de l'innovation? Est-ce le seul modèle etc. Donc, je suis, moi, actuellement, plutôt dans une phase où, Cisco, IBM, tout ça, on sait ce que c'est. Veolia aussi. La start-up, je commence un peu à saturer. Parce que c'est pas forcément parce qu'on met 12 mecs, bac plus 12 dans un loft, qui va en sortir un système de location de taxi innovant. Voilà. Et en plus, on peut se poser la question, j'avais été avec Peter Thiel dans un débat à Harvard, et Peter Thiel était assez intéressant, c'est le gars qui a inventé, qui a avec d'autres, PayPal, et qui disait finalement tout ça c'est très bien, mais en fait les 9/10 de ce qu'on appelle l'innovation dans le numérique, c'est pas de l'innovation de rupture. Et donc en fait l'innovation de rupture, elle est plutôt dans les matériaux, dans la biologie, etc. Il y a assez peu d'innovation de rupture actuellement dans la start-up numérique. Une autre question, je crois qu'il y en avait par là. Oui, allez-y. Bonsoir, Aurélie Gueldre, je suis architecte urbaniste. Je ne me ferai pas le porte-parole de la profession, pas du tout mon objectif, d'autant que j'ai un itinéraire un peu particulier qui est plutôt une hybridation entre les métiers de l'ingénierie et les métiers de la conception, qui rompt un peu avec le modèle français d'ailleurs. Je voulais revenir sur la dichotomie que vous aviez opérée entre la notion on va dire, la ville des grands groupes, effectivement, avec comme flagship la Smart Grid, la Smart City, etc. Et puis l'idée d'une ville autogénérée, un peu spontanée, qui serait une ville plus participative, basée sur l'expertise d'usage local. Et la question que je me pose, c'est est-ce que justement la convocation de cette fameuse intelligence urbaine, elle n'est pas dans la capacité à faire dialoguer et réunir ces deux modèles de ville, l'une qui est absolument nécessaire parce que ces grands groupes permettent de réunir les moyens, les compétences, l'expertise pour développer des capacités d'infrastructure, de conception, d'ingénierie qui sont irremplaçables, et nos grandes infrastructures françaises en sont un exemple, et d'ailleurs un exemple qui est souvent encore exporté.
Et puis de l'autre côté, effectivement, cette forme d'expertise d'usage qui a pu se révéler, s'exprimer via le numérique et les outils, qu'on n'avait pas forcément pu entendre avant, forme de démocratie urbaine qui remonte et qui se fait petit à petit entendre, et qui est aussi un révélateur d'un certain nombre d'innovations, notamment des pays du Sud, dont on s'aperçoit petit à petit, pour avoir un peu travaillé sur des projets urbains à l'international, extrêmement créatives dans des schémas de fonctionnement dégradés. C'est-à-dire que dans des économies qu'on pourrait qualifier de façon un peu prétentieuse de non mature ou en voie de développement, comme on l'a souvent dit, ces économies-là s'avèrent extrêmement pourvoyeuses d'idées, d'innovations sur des solutions en système D. Je pense notamment à la capitale du Kazakhstan, sur laquelle j'ai eu la joie justement de participer dans le cadre de ces FASEP que vous avez évoqué tout à l'heure, donc au sein du groupement Aegis, Eiffage et Engie. J'étais en charge de la conception urbaine de ce projet. Et l'une des choses qui nous a absolument bluffé, c'est par exemple dans le système kazakh et dans la nouvelle capitale qui est Astana, qui est la deuxième capitale la plus froide au monde, vous avez toujours en moins de 2 minutes un système de transport, une solution de transport qui s'offre à vous. Pourquoi en moins de 2 minutes? C'est qu'au-delà de 2 minutes, quand il fait moins 40 en hiver, c'est plus possible de rester sur l'espace public. Et cette capacité-là, qui est offerte par un mode qu'on pourrait considérer comme dégradé, que ce qu'on appelle nous Uber Pop ici, c'est en fait un mode de fonctionnement qui permet de créer une économie complémentaire dans ce pays et qui en même temps offre une vraie solution de mobilité. Ce qui nous a pas empêché de proposer d'autres systèmes d'infrastructure beaucoup plus, on va dire, classiques, hein, ou en tout cas organisés avec des systèmes lourds collectifs, etc. Et le fameux modèle de tramway français. Mais voilà, je voulais simplement donner ce témoignage pour dire que je pense effectivement qu'il n'y a pas de diabolisation, puisque la question c'est savoir ce qu'on fait de cette ingénierie, de cette expertise, et comment effectivement les pouvoirs politiques la convoquent et lui posent les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, et inversement, comment on mobilise aussi cette intelligence locale, ce savoir-faire, cette expertise que ne peuvent avoir que les personnes localement pour que une ville intelligente se mette en place. Il me semble que c'est ce que Antoine avait dit, mais il va vous répondre. Oui, non, mais je suis loin d'être contre ça. Je voulais juste, parce que c'est grosso modo ce que j'ai essayé d'expliquer, hein, donc c'est toujours rassurant. Moi, je prendrai un autre exemple pour me faire comprendre, qui est un peu une métaphore neuronale. Dans le cerveau, il y a des tas de routines qui sont des espèces... Il y a, je dirais, une bonne partie des calculs qu'on fait, etc., sont inconscients. Et il y a très peu de choses qui sont conscientes. Je pense que la ville, il y a probablement des tas de routines qui gagnent à être inscrites dans une espèce de choses un peu plus hard, etc. Et puis il y a des routines, et puis il y a des choses qui sont plutôt du niveau de la conscience, etc., qui sont délibératives, etc. Je pense qu'il faut les deux niveaux. Si on prend une métaphore un peu du cerveau pour comprendre comment fonctionne la ville, après tout, l'idée de ville intelligente y incite. Je pense qu'il y aura des routines plutôt automatisées, plutôt, etc., dans lesquelles des ingénieries classiques peuvent très bien fonctionner. Et puis, il y a des choses qui sont plus des plateformes délibératives, etc., et qu'il faut les deux. De la même façon qu'il faut effectivement des solutions un peu de même qu'il n'y a pas de ville qui fonctionne uniquement dans le formel. On sait bien que même dans nos pays, il y a des aspects informels. Et je dirais, la ville, c'est toute la question de l'urbain, c'est de savoir où on met le curseur. Donc pour moi d'ailleurs, la question justement par rapport aux deux modèles qui sont un peu les mêmes aussi que Pisani, on a tous un peu cette opposition en tête. La vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est où mettons le curseur. Et c'est là où il y a la matière aujourd'hui à projet urbain. Je dirais le projet urbain, c'est peut-être de savoir où on met le curseur aujourd'hui. Le curseur parfois va beaucoup dans le top-down, dans le bottom-up, au détriment de choses structurelles. Moi, j'étais frappée récemment à Berlin par la montée énorme du top-down, qui est liée aussi aux 60 milliards de dettes de la ville et à la réduction des services publics drastiques, qui fait que les projets publics sont moins conduits qu'ils ne l'étaient. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est très bien de dire qu'il faut faire les deux, c'est sûr, mais on a le sentiment que la montée du bottom-up peut poser question, en tout cas. Juste une petite réaction encore. Assez rapidement. Ce qui fait l'intelligence de la ville et la fabrique de la ville, c'est le fait qu'on combine les deux approches.
Pourquoi ? C'est parce que si on veut une ville singulière, il faut qu'on travaille dans un environnement contextualisé. Ce qui fait la richesse de nos démarches, c'est qu'on est en capacité de mobiliser des grands groupes qui ont un savoir-faire, une expertise, qui font de la recherche-développement, qui ont la capacité à mobiliser des moyens et des ressources extrêmement importantes. La ville se fait pour l'essentiel avec des moyens privés. Donc on a absolument besoin de ces grands groupes, on a besoin de ces promoteurs pour prendre des risques. Et on s'aperçoit que dans la construction de la ville et dans les process, c'est ce que dit d'ailleurs Isabelle, on n'est plus dans une logique linéaire et séquencée. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs remontent en aval pour concevoir la ville et la réaliser dans une logique d'écosystème ouvert. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, les grands groupes ont besoin des start-up, des entreprises agiles, et les entreprises agiles ont besoin des grands groupes. C'est elles qui leur fournissent des marchés. Donc on est dans un système en fait qui est assez vertueux. Et moi, je n'oppose absolument pas les grands groupes aux approches créatives. Je pense que l'essence même des projets urbains singuliers repose sur ce mixte. Et c'est un bon mixte qu'il faut rechercher. Alors, c'est la dernière question. Il y a 2 questions. Alors, on va prendre les 2 et puis nos invités vont répondre très, très rapidement. Bonsoir, Jean-Luc Chasset, architecte. J'ai bien compris que la ville numérique, c'était une ville organisée, c'était une ville fonctionnelle, c'était une ville d'échange, de communication, qui est une ville communicante, qui peut d'ailleurs être aussi, j'imagine, une ville de solitude. Ma question était de savoir quelle est la place de la poésie dans la ville numérique et la poésie a-t-elle sa place, c'est-à-dire le rêve? Très bien. On n'en a pas parlé. Je pense que c'est important quand même. Bien sûr. Oui, non, mais tout à fait. Bon, j'aurais une réponse très simple. L'homme et le rêve que fait un animal de s'auto-réaliser, etc. Je crois qu'il n'y a pas de ville sans rêve. Il n'y a pas de ville sans... Je crois justement, d'ailleurs, c'est très frappant, comme la montée en puissance du numérique est aussi liée à la montée en puissance de dimensions sensorielles, tactiles, etc. C'est pas du tout... Voilà, je pense que la poésie n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les artistes ont finalement investi le champ numérique si tôt que ça. Je dirais curieusement, si les architectes l'ont moins investi, c'est pas parce qu'ils sont poètes, c'est parce qu'ils sont parfois un peu trop classiquement rationalistes. Et que c'est pour ça qu'en fait, c'est quand même très frappant. Ces 20 dernières années, je dirais, la présence des artistes sur ce front-là. Il se trouve que j'ai publié pour la première fois un livre sur ces sujets bizarres dans les années 80, fin des années 90, s'appelait La ville, territoire des cyborgs. Et à ma grande surprise, j'étais invité à l'époque dans toute une série d'écoles d'art. Et je me disais, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je me suis rendu compte que le cyborg, tout ça, c'était vraiment un topos hyper connu. Vraiment, il n'y avait rien de révolutionnaire chez les artistes. C'était même... Bon, on parlait la même langue. Alors qu'à l'époque, je me souviens, dans les écoles d'architecture, il fallait ramer. Aujourd'hui, bon, c'est devenu assez banal, mais donc ne pas s'imaginer que la poésie y est depuis longtemps déjà. Dernière question. Je pense que j'avais vu quelqu'un ici, non? Non. Eh ben alors, Jean-Dominique Segondy, sur l'art contemporain, qu'il est assistant à maîtrise d'ouvrage d'art contemporain. Il a conduit une des Nuits Blanches de Paris, mais aussi des œuvres d'art liées au tramway de Nice, à toute l'action sur la Saône, Lyon Confluence, etc. Alors Jean-Dominique. Merci de me donner la parole. Non, moi je suis conforté dans ce que je fais depuis effectivement 25 ans, cet accompagnement d'artistes sur les questions d'aménagement de la ville, de transformation de la ville ou de l'espace public par les artistes. Ça rejoint la dernière question en fait sur la question du rêve en fait et sur votre réponse. Les artistes en fait se sont emparés du numérique non pas ni comme une finalité ni comme une discipline, mais parce que le numérique permet en fait d'agir, de réfléchir sur les questions de transformation de la société, de la ville. Les artistes en sont les premiers peut-être emparés pour réfléchir, pour aider à réfléchir. Et toutes les dimensions, toutes les hypothèses que vous avez soulevées, je pense que, et vous les avez illustrées par des exemples d'artistes, ce sont des artistes aussi qui, parce qu'ils expérimentent avant nous peut-être, les ont soulevés peut-être les premiers. Donc
aujourd'hui, les artistes nous aident justement aussi sur ces questions d'appropriation, sur ces questions de co-construction, sur ces questions d'autodétermination. C'est-à-dire que, et donc voilà, les artistes restent encore aujourd'hui sur la question du numérique des moyens de réfléchir avec les aménageurs, avec les politiques et avec les usagers. Donc je n'ai pas une question à poser, mais effectivement, je crois qu'on a raison de continuer à leur donner confiance pour travailler avec eux. Merci Jean-Dominique. Je pense qu'il n'y aura pas de conclusion, comme toujours. Je voulais vous signaler d'abord, avant de remercier nos intervenants et vous-même, que nous fabriquons des vidéos qui sont sur YouTube, donc vous pouvez revoir toutes les séquences ou certaines séquences. Nous faisons des comptes rendus et tous les 5 à 7 sont consultables. On vous renverra l'information. Tous ceux qui ont été filmés sont consultables et en tout cas, tous les 5 à 7 ont fait l'objet de comptes rendus. Donc c'est un matériau sur lequel on peut travailler. Alors je voulais remercier très très vivement nos 2 intervenants pour cette passionnante à la fois conférence et point de vue de l'aménageur. Et puis vous remerciez vous de venir et de nous accompagner dans ces démarches. Et bonne soirée. Et pour certains, à demain.